Bonjour à tous. Avant de commencer, j'avais juste envie de vous dire merci de m'écouter, de me suivre dans cette aventure-là de mon balado. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès à tous mes épisodes. Chaque épisode, là, c'est vraiment un privilège de savoir, en fait, que vous êtes là. En parlant de privilège, j'en ai eu tout un en recevant Rachel Fontaine. Pour les fans de Radio Enfer, Rachel, c'est la comédienne qui jouait Maria Lopez. Puis là, vous vous doutez bien qu'on a jasé en masse de ces années de Radio Enfer. Rachel, elle a tellement de beaux souvenirs et d'anecdotes à raconter. Elle me parlait de l'esprit de gang qu'il y avait sur le plateau de Radio Enfer, puis ça me faisait d'ailleurs penser à Ramdam. Rachel, c'est une force de la nature. Elle a découvert à 40 ans qu'elle était autiste invisible, après des années à souffrir puis à se questionner parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait. Vous allez voir, son histoire est vraiment touchante et au final super inspirante. C'est assez incroyable tous les défis qu'elle a surmontés pour apprendre à bien vivre avec sa différence. Puis elle s'est reconstruite une super belle vie. Aujourd'hui, elle s'implique activement dans la sensibilisation à l'autisme puis elle a plein de beaux projets à venir. D'ailleurs, j'ai choisi de vous présenter cet épisode cette semaine parce qu'on est dans le mois de l'autisme. L'histoire de Rachel est importante, nécessaire, puis elle mérite vraiment d'être entendue. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue chez moi. Hey, Rachel Fontaine, bienvenue chez nous. Merci à toi de m'inviter. Je suis tellement contente. Ouais. Là, on a un partenaire qui est Tréma, qui est du café glacé. OK. Est-ce que je peux t'offrir un café glacé? Absolument. Alors, on a le mocha, le extra. OK. On a le vanille et le juste latte. Le latte. Le latte, s'il te plaît. Ça. Oui. Merci, Marie-Lou. Merci. Hey, t'as le vernis à ongles qui va avec. Wow! Tout est passé. Une vraie pro. Le diable est des détails. Tu vois, T'es pris quoi, toi? j'ai pris le même que toi, je l'aime. ouais, Santé. OK. Santé. Ouais, c'est Oh ça. my God, ça fait combien d'années qu'on s'est pas vus? Hmm. Je pense que c'est... dans le temps, des pieds dans le vide, penses-tu? Hey, c'est vrai, j'avais fait le casting de ça. C'est quelle année, ça? 2008? Oui, tu venais dans ma maison en rénovation. Ouais. Faire, Incroyable ouais. quand même, hein? Mhm. Fait que non, c'est le temps à passer. Le temps a passé. Ouais. Puis il y a des choses qui nous unissent. C'est-à-dire que ton fils Elliot, qui est ami avec mes enfants, ils se voient pas souvent, mais Oui. sont amis. Oui. Moi, j'ai Miro qui a 13. Elliot doit avoir 14. Il va avoir 15 Il va avoir ans 15. bientôt. Oui. Puis Manoué, mon plus vieux, a 15 qui va avoir 16. Fait qu'ils OK. se suivent, puis ils se sont déjà rencontrés, ils ont joué aux jeux vidéo ensemble, Ben tout ça. oui. Parce que ton ex, qui est le père de ton fils, Daniel Roby, c'était Oui. mon ami depuis que j'ai l'âge de genre 18 ans. Oui. Fait que c'est comme ça que je t'ai connue, en Oui. fait. C'est grâce à Daniel qu'on Uh-huh. s'est connus. Oui. Puis une autre chose que je trouve qui nous unit, c'est avoir joué dans une émission jeunesse. Parce Ouais. qu'on doit rappeler au monde là, que tu étais une superstar de Radio Enfer. Ben, Mais tu penses ça? Oui. Ben- Radio Enfer a eu beaucoup de succès. exactement, c'est ça que je veux Ouais. dire. Là, t'es humble, mais honnêtement, pour cette époque-là, les émissions jeunesse avaient beaucoup d'importance pour les jeunes. Les jeunes s'identifiaient à ces émissions-là, Ouais. ils les suivaient, puis il y avait comme des fan clubs, puis tu sais, c'était quand même... Non, c'était un réel succès. Même vous refaites des fois des retrouvailles, puis tout ça, fait que c'est pas rien. Oui, mais oui, parle-moi de ces années-là, justement. Radio Enfer, ça a été... tu sais, quand je repense à Radio Enfer, c'est vraiment... ça rentre dans la plongeuse que j'étais quand j'étais jeune. Tu sais, je me lançais dans quelque chose, je m'étais trouvé un agent. Toi, t'étais plongeuse plus jeune? Non, plongeuse dans le sens OK, figuré. je pensais que t'avais fait du plongeon. Non, non, OK, non, OK, non, je j'aurais bien connais aimé. pas ça de toi. Non, mais dans le sens que je plongeais. Oui. Je plongeais toute ma vie, j'ai eu à me dépasser. J'appelle ça le plongeon. Il y avait des moments que je me disais, je veux faire ça. Bon, c'est pas un secret pour personne. J'ai un cerveau autiste. Et de me dépasser. Puis Radio Enfer est arrivé dans mon premier gros contrat que je m'étais dit, OK, je veux un agent, je veux faire ça. Je plonge. T'avais quel âge à ce moment-là?
Quand j'ai commencé, disons, mon premier rôle dans Le Sorcier, c'était à 15 ans. OK. Mais après ça, j'ai fait du coaching, j'ai raffiné le jeu et tout ça. Puis, quand j'ai auditionné pour Maria, j'avais 17 ans. Hey, Oui, c'était j'avais jeune. 17 ans, puis je le voulais, ce rôle-là, parce que c'était un rôle de composition. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Une belle poffine, fraîche pète. Une belle bitch. C'est le fun, oui. Oui. Tu sais, parce qu'on aime les rôles de composition, Oui. tu sais, hein. Puis, je suis entrée dans Radio Enfer, puis c'était vraiment... c'est ce qui a fait la chimie, je pense, de Radio Enfer. C'est l'esprit de famille, Oui. comme toi un peu, hein, Ramdam. Ramdam, là, c'est la même chose. c'est ça. Ça devient comme une seconde famille. Oui. Ça devient, surtout quand on est encore à l'école, tu sais, on a à étudier, on tourne, puis on a des rôles quand même principaux, Oui. tout ça. Fait qu'on est fatigué, tu sais, comme ado, là, on est encore, 17 ans, jeune femme. T'as dû sentir ça aussi, qu'il a fallu qu'on se cadre. Tu sais, on a vieilli vite. Moi, ça m'a on fait a appris nos vieillir. métiers, on avait Exactement. une vie d'adulte. Oui, Ouais. exactement. Mais en même temps, c'était pas... c'était tellement le fun que c'était du plaisir à travers le travail. Puis les liens qui se sont faits, c'est comme... Même si on se parle pas si souvent que ça, là, c'est des gens comme toi, quand tu croises, là, Ouais. il y a de quoi qui est Pour la vie. indestructible. C'est ça, pour la vie. Oui, tu as raison. Ouais. Ça, ça a duré combien d'années, Radio Enfer? 6 saisons. Ah oui. 6 ans. 6 ans. 6 ans, oui. Puis, tu sais, ça a été... comme dans toute production, des fois, les auteurs changent et tout. Il faut s'adapter. Le metteur en scène change. Fait que... Mais ça a été ma meilleure école. Moi, j'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai pas... Ça a été sur le tas. Tu sais, je suis une fille de sur le tas, en général. Toi aussi. Oui. C'est ça. Donc, t'apprends sur le tas, puis... bon, c'est sûr, moi, je te dirais, là, les saisons de Radio Enfer, je vois quand je me suis cassée à Marboulette, là, tu sais, quand Maria, c'était... Mais on Parce se que tu les as reprend. re-regardés par la suite? Ben, on a eu un coffret. Nous autres, on a eu un OK. coffret en cadeau il y a longtemps. Puis j'ai tout revisionné, puis j'ai fait « Ah. Oh, OK, là, j'ai vu les changements. » Tu sais, il suffit que tu changes de metteur en scène Oui. qui dirige différemment. Puis là, tu fais « OK. » Puis là, j'ai fait « OK, non, là, je me suis surpris. » Fait que, techniquement, regardez ça. Je sais pas si toi, tu as vécu ça, ton progrès, ou c'est des écoles. Nous autres, c'est devant public. Vous Oui. autres, c'était Non, pas non, devant non. public. Ah, c'était devant public. Oui, oui, oui. Fait que wow. c'était comme 2 pièces de théâtre dans Ben une journée. Tu sais, oui. on avait une journée de 12 heures de tournage. On arrivait le matin à Téléport à 6h30 le matin. Puis on faisait une générale, on pratiquait. Puis après ça, il fallait le faire devant le public 2 fois. Fait que quand tu te cassais à Marboulette, comme des fois, je me trouve pas bien bonne, là, ben, c'est tapé. Puis si la deuxième C'est fois, ça. tu le refais de la même façon, ben c'est Tant là. pis pour toi. Oui, exactement. Fait que, mais oui, le devant public, ça a c'est été complètement vraiment spécial. différent. Ça n'existe plus Non, maintenant je au pense Québec, pas. en tout cas. Non. Mais as-tu connu le devant Non, ben, public, toi? nous, j'ai fait genre des petites apparitions dans des émissions devant public, genre 4-5-0 au Chemin du Golfe, mais pas Ramdam. Mettons, Ramdam, c'était Oui. vraiment 3 caméras mais Oui. dans un studio. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se regardait après la prise qu'on jugeait qui était Ah, c'est bonne vrai? pour que les techniciens vérifient si tout était correct, Ah le oui, fait que tu réalisateur. pouvais te regarder. On se Hey, regardait à Ça, chaque... c'est une chance, Mais ça. oui. Moi, si je m'étais regardée, il y a, moi, saison 3, Radio Enfer, que Maria a viré niaiseuse, là. OK. Là, j'ai fait, non, m'avoir vue, elle était vraiment chanceuse. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, tu te vois tout le temps, c'est quelque Oui. chose de bizarre. Oui. Tu peux ne pas aimer ça, mais finalement, tu t'habitues, puis effectivement, Oui. tu l'utilises comme un outil Oui. pour t'améliorer. Exactement. Fait que, ouais, je vais essayer. Je cherche ça. Ouais. Fait que moi aussi, je pense que c'était une école formidable. Ah oui. Ouais, Non, mais ces surtout années-là. pour ça, c'est rare. Mais ça, j'ai jamais entendu ça, que vous pouviez vous regarder. Mais c'était pas au choix des acteurs, là, c'est vraiment pour la technique. Oui, mais c'est qui le réalisateur qui faisait ça? Tous les réalisateurs, c'était comme C'est une vrai? façon de fonctionner. Wow, OK. Juste parce que comme il n'y a pas de montage, il Ouais. faut juste qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas eu d'erreur, une perche, la caméra, tout a bien OK. enregistré. Fait que de le Tout le monde en revisionner, profite. tout le monde vérifie son département. Oui. Puis là, tout le monde donne son feu vert ou pas. Puis là, Wow. c'est quelqu'un qui dit « Ah non, excuse-moi », ben là, on la refait. Mais sinon, on faisait une prise, 2 prises, tu sais, c'est ça, la Colin. même chose. Non, ouais. là, on parle de point de vue technique. Les gens, peut-être ça les intéresse moins, mais moi, je trouve ça passionnant. Ben, en je trouve même ça vraiment temps, cool qu'il ait fait ça. Les gens Oui. connaissent pas cet envers du décor-là, puis Oui. je pense que ça intéresse plus de gens qu'on pense. Ben, en tout cas, les gens, je pense qu'il y a peut-être plein de jeunes qui vont nous écouter en ce moment puis qui vont faire
Ah, c'est comme ça que ça se passe. Ah, dans le temps. Dans notre dans le temps. Mais là, je sais pas s'ils referaient ça encore, là, faire Non, visionner. je pense pas. Même du devant public, ça n'existe Ben plus. non. Fait qu'on a été comme des chanceuses en plus que l'équipe, on a créé des liens. Il y avait cette technique-là pour vous aider, vous. Puis nous autres, c'était Ben toi, le public, c'est quand même une autre façon d'apprendre son métier. Puis l'adrénaline, puis tout ça, c'est incroyable. Nous autres, ça a été, tu sais, vous autres, c'était peut-être d'apprendre à vous regarder sans vous juger dans le jeu, c'est technique encore. Mais le public, nous autres, devant, c'était magnifique. Là, moi, je me rappelle parce que les gars étaient jeunes, puis ça faisait le party. Moi, j'étais plus sage. Fait que c'est tout le temps ça à brosse, la veille du tournage. Je sais pas comment ils faisaient, mais tu sais, eux autres, ils étaient party en Titi. Là, on parle de qui? Michel Charette, François Chénier, tout Robin. Robin. Puis, écoute, il était complètement scrap le matin à 6h30. Parce que ça se couchait quoi? J'imagine, il se couchait à 3-4 heures, mais à 6h30, il venait tourner. J'aurais jamais été capable d'être Moi non fonctionnelle. plus. Ah non. Moi, j'étais trop feluette pour faire ça. Là. Mais j'ai regardé aller, puis on faisait la générale. Bon, il était le petit teint blanc, puis tout ça. Mais quand arrivait l'adrénaline, le public, il s'éveillait. L'adrénaline, ils étaient là. Mais on a vu, Michel, Robin, Joël Morin, tout ça. Tu sais, c'était du monde hyper professionnel, même s'ils étaient jeunes, sur le party, ils étaient Ils sont encore là, ils ont encore des carrières. Ah oui, justement, absolument. parce qu'ils sont vraiment talentueux. Oui. Puis Micheline Bernard. Micheline était tranquille. Oui, j'imagine. Oui. Anne-Claude Chénier était tranquille aussi, plus les gars, là, mais elle faisait plus de party que moi. Mais moi, j'étais comme Micheline Bernard, finalement. À 17 ans. À 17 ans, oui. Ça représente quoi pour toi, ces années-là de Radio Enfer? C'est les plus beaux souvenirs. En fait, c'est comme dans n'importe quel travail, les gens qui nous écoutent en ce moment. Tu sais, qu'on a une équipe de travail, tu sais, que ça colle. Ça fait que tu sois fatigué, justement, que ça soit difficile, qu'il y ait des challenges, n'importe quoi, tout le monde se dépasse parce qu'on est bien. C'est comme une famille. C'est ça, une famille, finalement. Vrai, On a tous nos écueils, on a toutes nos difficultés, mais quand il faut faire de quoi, on est ensemble. Puis t'en as un qui supporte l'autre qui... Tu sais, tu dois tout savoir, tu sais, ça doit résonner dans ta tête, j'imagine. Oui, absolument. C'est ça. Fait que comme dans n'importe quel travail, quand tu arrives à vivre cette expérience-là, c'est pas 150 fois dans une vie. Là. Non, t'as raison. Je pense que tu vis ça une fois, t'es chanceuse si tu vis ça un peu comme un coup de foudre 2 fois, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après Radio Enfer? Après Radio Enfer, en fait, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres entrevues, j'ai pris, moi, un médicament qui a vraiment miné à ma santé, vraiment. Donc, en gros, je suis devenue complètement boutonneuse de la tête aux fesses. Ah. Ouais. Fait que quand t'es appelé t'es casté pour jouer de la belle popoune, c'est un peu dur de cacher ça, des boutons en gros plan et tout ça. Puis, j'ai été avec Daniel Roby, mon ex-mari dans ce temps-là, puis lui, il voulait faire son premier film qui était La peau blanche. Il n'y avait pas d'argent pour se payer une directrice de casting, puis il me dit, Rachel, écoute, parce qu'il voyait bien que là, il fallait que je fasse une pause sur le jeu, remettre ma santé, parce qu'il y avait les boutons, là, le débalancement hormonal dû aux médicaments, mais il y avait aussi que je ne dormais pas. Donc, ça a été une des fois où j'ai vraiment crashé. Puis que c'était démoralisant parce que ma carrière de comédienne allait bien quand même. C'est ça. Mais mon outil de travail, qui était ma peau, mon apparence, surtout, tu sais, quand t'es fraîche-pète, tu joues des fraîches-pètes, puis que ça arrive, c'est vraiment pas cool. Fait qu'il voyait que mon moral descendait, puis... mais il avait toujours aimé mon jugement de casting quand on regardait des films et tout. Il dit, gars, j'ai pas d'argent à me payer une directrice de casting. Puis je pense que tu devrais... Tu sais, je pense que tu as l'instinct pour pouvoir le faire. Veux-tu le faire? Puis je me suis comme pas posé de questions, j'ai fait oui. Tu connaissais le jeu, tu connaissais les acteurs, t'aimais les acteurs. Oui, puis j'avais des breakdowns. Un breakdown, là, on sait ce que c'est comme les agents, les directeurs de casting envoient aux agents un résumé, soit du film, de la série, avec les descriptions de personnages. Puis j'en avais un vieux chez nous, tu sais, que j'avais reçu comme comédienne, puis j'ai fait, capable de faire ça, moi.
Puis après ça, Daniel m'avait donné les informations sur les diffuseurs ou distributeurs, etc. pour son film. Puis je me rappelle, le premier agent avec qui j'avais parlé, c'était Maxime Vanasse. Ah oui, c'est mon agent? Ben oui, tu sais, qui était vraiment bien établi. J'ai fait, tu sais, quand je te dis je plonge, j'ai fait, bon, let's go. Lui, il a des bons acteurs, tout ça. Puis c'est le premier, puis il me posait des questions. Et j'ai fait mon premier test avec Maxime Vanasse pour ma crédibilité. Après ça, parce qu'il aimait bien le breakdown que j'avais fait, c'était clair, tout. Puis j'ai fait, OK, si j'ai été capable de parler à lui, moi capable de parler à tous les autres agents, parce que lui, c'en était un vraiment bon. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gens qui vont commencer par des petits, tu sais, s'acclimater. Moi, il faut que je fonce. Sinon, je suis tellement anxieuse que si je fonce pas sur le meilleur, mettons, un des meilleurs, après, je me dégonfle, puis là, mon anxiété embarque. Il faut que je me casse moi-même. Tu sais, ça a été... tu as cette audace-là pour le faire. Tu es capable de parler à ton cerveau pour dire... pour pas écouter ta petite voix qui pourrait te faire hésiter. Tu y vas, tu fonces. Quand j'étais plus jeune, tu sais, disons... je sais pas pourquoi, parce que tu as vécu beaucoup de défis, toi aussi, là. J'étais dans... Vraiment, j'appelle ça des... Tu sais, tu as les plongeurs de tremplin ordinaire, puis t'as les apnéistes. Moi, j'étais une apnéiste. Un coup que je pognais de quoi, il fallait que j'aille chercher le meilleur. Tu sais, c'est comme aller chercher dans le fond de l'eau un diamant, là. Tu sais, le grand bleu, moi, ça m'a marqué. Pas pour rien. Puis, un coup que mon instinct me disait « je veux ça », c'était tout ou rien. Fait que c'est pas du tremplin, là. C'était, au risque de crever, je m'en vais là, puis je veux aller chercher ça. Fait que ça a été comme ça. Wow. Bon, comment on appelle ça? De l'audace ou de l'inconscience? Je ne sais pas. Mais il fallait que j'aille dans cette zone-là, sinon mon anxiété... Et Daniel te faisait 100% confiance. Ça donne des ailes aussi. Daniel me faisait 100% confiance. T'encourage. Oui, puis, tu sais, en fait, tu viens de le dire. Du moment que je me sentais en confiance, même en ce moment, je suis la fille que je ne bouge pas, je suis tout ou rien. Si on me met en confiance, je plonge 100%. Écoute, moi, de jouer une coquerelle, tu sais. Mais si je me sens pas en confiance, je joue rien. Je comprends. Fait que oui, t'as bien... C'est exactement ça. Puis c'est à ce moment-là, donc, que t'es devenue, grâce à ce premier film-là, t'as plongé avec La Peau Blanche comme directrice de casting, mais t'es restée directrice de casting pendant plusieurs années. Oui, parce que c'est comme ça, nous, qu'on s'est plus connus, parce que t'as fait le casting de mon premier long-métrage, Les Pieds dans le vide. On l'a fait ensemble chez vous. Oui, dans ma maison en rénovation. Oui. Non, en fait, le premier film de Daniel, qui était La Peau Blanche, qui a raflé plein de les plus gros prix au pays, qui l'a beaucoup aidé. C'était très, très casse-gueule comme casting. Puis c'est un film de vampire. Hein? Oui, un film de genre qu'on appelle et tout ça. Puis... donc, vu que c'était très casse-gueule puis que je m'étais bien débrouillée, ben les producteurs ont c'est un film qui n'a pas été à succès, là, comme Louis Cyr ou d'autres films que Daniel a pu faire après, mais ça a fait jaser à l'interne. Puis après ça, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur vraiment des beaux projets, dont le tien, qu'on s'est connus après. Puis... voilà. Puis c'est quoi, mettons, pour les gens qui aimeraient savoir, c'est quoi les films que tu as fait, le casting, entre autres? Bien, il y a Elles étaient 5 que j'ai fait. Que j'avais auditionné. C'est vrai? Ah, puis je me suis plantée à cette audition-là, solide. Attends, parce qu'il y a eu 2 directrices de casting. Moi, il y a une directrice de casting qui avait fait puis il n'arrivait pas à boucler, puis elle était pour entrer sur un autre projet. Puis elle disait, appelez donc la petite nouvelle qui a fait La Peau Blanche, là. Puis, est-ce que c'est moi qui t'ai vu? Je m'en souviens pas, j'ai juste le souvenir, je me suis plantée. Mais... Ben, ça devait pas être avec moi. En tout cas, si c'était avec moi, tu t'es pas plantée. Parce que, non. Mais donc, tu as fait Elles étaient 5, ça, c'est un très beau film. Oui, après Elles étaient 5, il y a eu, on m'a appelé pour Le Négociateur. Ah ouais, la série. Oui, j'ai fait la saison, il y a eu 3 saisons. Ouais. J'ai fait saison 2 et 3. Il y avait du personnage là-dessus, là. Ah oui, mais c'était trippant. C'était à l'époque où est-ce que les productions, il y avait quand même plus de budget, plus de temps pour tourner. Donc, aller chercher des curves, on appelle
appelle ça des curves, des acteurs comme toi, là, tu sais, qu'on fait. Marie-Lou, on est habitué de la voir dans telle affaire, mais là, on va y faire une méchante curve. Ouais. C'est un peu comme... L'anti-casting, en fait. De l'anti-casting. Ouais. Donc, on pouvait... Puis Vincent Gabrielli me faisait beaucoup confiance. Qui était le producteur. Qui était producteur chez Sovimage. Vincent il est décédé, feu Vincent, que je m'entendais très bien avec. Il était très rock and roll sur les curves, il aimait ça. Okay. On avait cette liberté-là à cette époque-là au casting, quand même, de pouvoir appeler une Marie-Lou, puis dire, OK, Marie-Lou, t'es habituée de te voir dans ça, là, ça va être un beau challenge, parce que là, on veut te voir dans telle affaire, et tu vas être capable, tu sais. Puis moi, ma plus belle paye en casting, c'était de prendre Marie-Lou, puis de dire, écoute, on te reconnaîtra pas. Un peu comme Charlie Theron avec The Monster. Oui. Moi, ça, là, j'aimais faire des curves. Fait que Vincent Gabrielli et moi, on s'entendait là-dessus. Puis, il était déjà dans ça quand je l'avais vu pour ma première entrevue, pour m'engager, il avait entendu parler de moi, puis il dit « Oui, Rachel, t'es une... » Tu sais, je pense qu'il avait utilisé ce terme-là aussi, d'ailleurs, « T'es une bonne plongeuse, t'as l'instinct, puis tout, fait qu'on va bien s'entendre. » Donc, ça a été... mais il y a eu aussi... François en série, ça a été moins connu, mais ils ont fait énormément de ventes à l'international avec Jean-François Asselin, le réalisateur. Ouais. Ça, j'ai adoré faire ça parce que ça a été vraiment du thinking avec Jean-François sur plein de choses. Tu sais, il y a des trucs, comme je pourrais dire, j'ai fait Les Lavigueurs avec Sylvie Archambault. Oui, c'est ça. Donc, puis Les Lavigueurs, moi, ça mon aussi, défi... Les Lavigueurs, le casting était intéressant, était différent. Ben en fait, oui, il y a eu quelques curves, quelques personnes qui n'étaient pas connues du tout, du tout. Moi, c'était ça. Moi, je faisais du casting pour ça. Pour prendre une Marie-Lou, puis de faire, là, on te sort de ça, là. Puis je te dis, tu vas cracher ta vie avec le réal, mais tu vas être contente parce que, vraiment, c'était mon travail, c'est de convaincre ton agent, hein, Maxime, de dire non. Gars, là, tu me dirais, c'est pas typecast, là, c'est pas Marie-Lou, mais là, non. Là, on va sortir de son cadre, là, puis je suis certaine. Moi, l'instinct, c'est... Puis quand, tu sais, je suis autiste, hein, fait que quand j'ai un fixe, là, il n'y a pas rien. Puis si, en casting, disons, je présentais des gens, parce qu'on avait quand même de la liberté, mais des fois, quand les producteurs, réalisateurs, tout ça, ils disent non, pas Marie-Lou, là, disons, puis que moi, j'étais convaincue. Là, c'était ma job de dire à Maxime de faire « Lis ça, OK, c'est anti-casting, là, tu sais, c'est pas le casting de Marie-Lou, puis ils veulent pas la voir. Tu sais, moi, j'étais dans le jus, là. Fait que, moi, il y a les right to the point, ils veulent pas la voir. Moi, je suis convaincue. Fait que, elle travaille ça va être de la job, je la veux on tape, qu'elle se pogne une bonne réplique, puis quand je vais montrer ça, je veux qu'il tombe sur le cul. Wow. Fait qu'il y a plusieurs, tu sais, moi, je les connais, les comédiens, qu'on a dit non, on veut pas, que finalement, j'ai fait ça avec l'agent parce que je suis convaincue, parce qu'un coup, je suis convaincue, c'est comme je suis convaincante aussi. Hein? Je le vois, même dans tes yeux qui pétillent en ce moment. Puis, ma plus belle paye, c'était quand je présentais de faire, oui, j'ai fait, parce qu'on était limité dans les temps d'audition, voici, il y a 3 choix. J'ai vu ceux que vous vouliez, mais c'est ça, il y a ces 2-là, ça va être en dessous, ça, c'est la journée d'audition, mais je vous ai préparé, tu sais, celle que vous ne vouliez pas voir, là, Marie-Lou Wolfe, voilà, et là, il tombait sur le cul, il faisait « Esti de Rachel ». Oh, tu mettras un beat. J'adore. Ça, c'était mes bonbons. On dirait que je me transposais dans, par exemple, toi, la comédienne, puis comment est-ce que, tu sais, on aime les challenges. Tu sais, quand on est typecast pour des affaires, tu fais, écoute, ça, c'est la routine. un peu pour la même affaire. Oui, c'est ça, exactement. Puis il te cadre dans un truc. Puis là, quand il y a quelqu'un qui a le gars de faire ça... c'est de moins en moins comme ça, par contre. Parce que, tu sais, il y a de moins en moins d'argent, moins en moins de temps pour les auditions. Fait qu'on dirait qu'on prend de moins en moins de chance. Ah, mais c'est tout. Les gens vont souvent dire, on va tout le temps le même monde. Mais c'est difficile. Hey, moi, je me rappelle pour Les Lavigueurs. On avait vu des gens en audition.
pour un personnage féminin et tout. Je dirais pas les noms de comédiens et tout ça. Puis on penchait vers une personne, puis il y en avait une, tu sais, j'avais un mot toc, là. J'en avais une dans la tête qui, finalement, est en voyage à l'extérieur, tout ça. Puis j'avais une super assistante dans ce temps-là qui a fait « Rachel, finalement, elle revient d'avance, tu sais, où elle est là. » Puis là, j'ai fait « OK, mais là, il rencontre le diffuseur avec le choix de la comédienne en question. Mais elle a dit qu'elle arrive, disons, à soir, fait qu'elle pourrait auditionner demain. » J'ai fait « OK. » Fait que finalement, j'ai appelé l'agent. Puis là, j'ai dit, écoute, t'aurais jusqu'à demain qu'on puisse au moins, tu sais, c'est comme impossible, là, mais mémoriser un texte, je me mettais à sa place. Et la comédienne, écoute, elle a travaillé, je pense, toute la nuit. Elle a, je sais pas, puis elle a enregistré, elle s'est mis on tape. Moi, j'ai parlé au réalisateur, ce qui fait qu'elle allait voir le diffuseur, puis il a pu présenter on tape, de faire, bon, il y a ça, mais on aimerait parce qu'elle a tellement clenché. Puis c'est elle qui a le rôle. Mais tu sais, dans ce temps-là... J'ai des frissons. Mais tu sais, ça, c'était ce que j'aimais. J'ai arrêté de faire du casting, moi, quand les commanditaires ont pris beaucoup plus de place puis que les budgets ont vraiment diminué. Tu sais, les budgets ont diminué, ça insécurise énormément les producteurs, tout le monde. Puis ils font comme, OK, pour faire de la qualité, tout ça, fait qu'ils veulent des sure shots, donc des vedettes. Bon, quand, disons, t'es déjà établi, t'es une vedette et tout ça, bon, mais c'est un peu la raison pourquoi on voit tout le temps les mêmes personnes, parce que aussi... Ils vont avec des valeurs sûres. Ils font du casting maison, puis le casting maison, c'est... ça ressemble à, ben on aime bien tel, puis monsieur, disons, un commanditaire X, là, je dirais pas de nom, mais telle compagnie d'automobile, lui, il aime bien telle personne connue, puis pour qu'il mette bien des pubs, pour qu'il y ait un peu plus d'argent au budget, parce que genre c'est ça. Chevrolet qui me voudrait, là. Ben ça, oui, tu serais avantagé, exactement. Mais disons, c'est pas Chevrolet, puis il est compétiteur, puis là, il te veut pas, puis là, il veut plus, lui, une autre, là, tu sais, parce que c'est tout le temps... C'est un couteau à double tranchant, là, tu sais, hein, que moi, je veux Marie-Lou, mais que lui, il veut son machin. Ben c'est ça ressemble à ça. Puis là, un coup qu'on n'avait plus de liberté à cause de l'argent, à cause de l'insécurité de dire, OK, ça nous prend ce commanditaire-là pour les producteurs, pour avoir un peu plus d'argent, ils sont prêts à mettre, mais il faut prendre tel comédien ou telle comédienne en tête d'affiche, tu sais, de la série ou du film et tout ça, sinon ils veulent pas. Fait que moi, j'étais bloquée. Puis à partir de là, comme directrice de casting, j'ai plus eu de plaisir. Puis ils ont toute mon admiration parce que maintenant, les rôles principaux, même on appelle ça des castings maison, les directeurs de casting, souvent, ils vont faire, bon, comme premier rôle, pas de tête d'affiche, t'as ça à caster, après ça, les autres rôles de la série. Mais pour les têtes d'affiche, ils parlent de ça entre eux, donc avec les commanditaires et tout, puis ils choisissent ensemble. Mais c'est ça qui fait qu'on n'a plus de place à mettre des curves ou de dire une Marie-Lou, ben Marie-Lou, vous pourriez prendre Marie-Lou, là, pour la tête d'affiche de telle série. Non, c'est pas son casting. Avant, le directeur de casting était dans le meeting, tu sais, pour dire, non, gars. Ou j'avais la liberté de te mettre en tape puis de dire, oui, OK, vous pouvez penser à elle, mais vous choisissez pas avant que je vous montre ça. Puis là, j'aurais parlé à Maxime, ton agent, puis j'aurais fait, là, Steve, force-toi le cul, Chris. Puis je pense que tout ça, puis après ça, mais faut que ça soit un sure shot, faut que ça soit sa coche, puis après ça, ça change. Mais tu sais, un peu comme Marina Orsini, puis... Roy Dupuis dans Les filles de Caleb. Écoute, Marina, bon, il y avait lancé compte, tout ça. Roy Dupuis, moi, je ne connaissais pas. Et on était jeunes, là. Tu sais, mais dans ce temps-là, ça, c'était vraiment de la série lourde, qui avait vraiment beaucoup de budget. Écoute, il tournait en 35, je pense. 35 mm. Vraiment... Les gens ne savent pas, mais ça coûte une fortune. Mais l'éclairage, l'ambiance, la musique, tout. Mais c'était pas des vedettes, c'était le talent. Donc, le travail de cette époque-là de directeur de casting était vraiment là. On avait la liberté de dire, il y a un Roy Dupuis, là, que lui, on le voit beaucoup dans telle pièce de théâtre, il est vraiment bon, il a fait telle affaire, c'est pas une vedette, mais je veux qu'on le voit. Puis Marina Orsini, bon, elle a de l'expérience, tout ça. Mettez ça ensemble, là, puis ça va faire Les filles de Caleb. Moi, c'est ça qui me manque dans le milieu. Je comprends. De cette époque-là. Voilà. Est-ce que quand tu étais directeur de casting, le fait que tu avais été actrice faisait que des fois, ça te manquait le jeu? Tu
T'es enviais, t'aurais voulu revenir ou comment tu te sentais face à ta carrière d'actrice? J'étais vraiment, je dirais, c'est comme... J'étais détachée, tu sais, je me transposais pas à soit être jalouse de faire, mon Dieu, j'aurais pu. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais je te comprends 100% parce que je me sens comme ça comme réelle. Exactement. J'ai pas le désir d'être devant. On dirait que quand les acteurs, tu sais, j'ai vois, moi, c'est moi qui les casse. Fait que je me dis, une fille de mon âge, je pourrais faire, hey, ça pourrait être moi. Ça me passe pas par l'esprit. Non. C'est comme si mon amour, il va. Fait que je voulais savoir si toi, tu te sentais comme ça ou que tu as été déchirée à certains moments. Non, c'est exactement comme toi. Des affaires que je trouvais plates des fois, c'est si je voyais des acteurs ou actrices qui auraient pu faire mieux, puis que j'étais en beau crise, parce que c'est... tu sais, j'ai tout le temps dit, on pourrait jamais faire un documentaire sur le casting de quelque chose, parce que c'est rough. C'est rough du casting, on va se le dire, là. On est des produits. Tu sais, puis il y a juste une médaille d'or. Il n'y a pas 3 médailles, tu sais. Fait que la personne qui est là... au pire, j'aime ça, moi, quand il y a un gros dilemme, tu sais, qu'il faut faire un deuxième casting, tu sais, tu vas en... Deuxième audition, un oui, callback. un callback, tu sais, puis que là, on hésite vraiment. Ça m'est déjà arrivé qu'on a fait 3, là, tu sais, qu'on hésitait, mais je me dis au moins... allée à 3 auditions. Exactement. Ouais. Ça, j'aime ça, parce que ça veut dire qu'on donne la chance quand même. Et ce sont souvent des sessions de travail. C'est pas juste comme 5 minutes, là, tu sais, on est là des fois une demi-heure avec exactement, casting, c'est plus de temps. Plus de temps, plus de travail, plus de réflexion. Oui. Puis ça permet aussi au réalisateur de faire un vrai choix parce qu'il y a vraiment un temps de travail. Oui, avec mais l'acteur. ça, tout ce qui est temps, tu sais, disons, là, on parle de ça, là. Peut-être maintenant, moi je fais plus de casting, là, mais peut-être maintenant ils font ça plus maison quand ils veulent faire des callbacks ou tout ça. Mais dans ce temps-là, même de demander des callbacks, ça demandait du temps de louer une salle, tu sais. Puis quand on parle de budget restreint, moins de temps, tu sais. Moi, déjà, j'avais de la pression dans ce temps-là pour dire, là, t'as une journée, tu sais. Disons, t'as tant de jours, fait que je calculais que j'avais pas tant d'espace. Mais, tu sais, de donner la chance à des acteurs de fighter, tu sais, c'est comme c'est un milieu de compétition. Maintenant, je sais même plus si ça existe. Puis, ceux qui se plantaient, des fois, on me disait « Non, Rachel, on n'a plus de temps d'audition. » Fait que ça impliquait que moi, si j'avais pas de temps de les voir en casting maison, parce qu'on est dans le jus, parce que là, il faut que je livre pour telle date, je pouvais pas les revoir. Parce qu'il y en a qui sont des kids Kodak. Moi, j'appelle ça des kids Kodak, là. Ça arrive, sont super bons, puis en callback, sont moins bons. Tu sais, c'est comme un coup réchauffé. Puis il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui figent, mais que je voyais. Ça m'est arrivé sur Louis Cyr. J'ai pas fait le casting de Louis Cyr, mais vu que c'était mon ex-mari, il y en avait un qui avait vu sur d'autres films aussi, que j'ai voyais, j'ai fait non, lui, faut que tu le dégèles. Ou elle, faut que tu la dégèles. Mais je vois que si tu fais un callback, là, tu vas voir, parce que ça, il prenait ça, une première shot pour se tremper, là, comme une saucette, puis après, il va plonger, tu sais. Et ça, j'aimais ça aussi, là, tu sais. Bien, parce que le callback, c'est aussi un moment où tu es presque choisi. Fait qu'il y a quand même une espèce de confiance. Ça peut être... Oui. Soit tu es plus stressé parce que tu es proche de l'avoir, ou soit qu'au contraire, déjà, tu connais mieux le personnage, c'est une session de travail plus longue, ça te permet justement d'être... Mais c'est spécial. Les callbacks, là, ça veut dire que tu es en compétition contre quelqu'un d'autre parce qu'ils hésitent souvent, tu sais. Puis il y en a autant, ils vont clencher au callback, c'est impressionnant. Parce que, disons, les fois que j'ai fait non. Tu veux pas revoir lui en callback? Moi, je veux le revoir. Je m'en fous. Puis, mais tu sais, il y avait le budget aussi de dire, j'avais du temps, tu sais. Il faisait, bon, on fait des callbacks parce que là, on hésite trop. Puis, ben là, c'est là qu'on voyait. Tu sais, c'est un peu comme une deuxième course. Puis, il y en a qui, vraiment que, ben là, où est-ce que j'étais contente, c'est si les gens hésitaient de dire « T'es sûre, Rachel, tu veux revoir? » Oui, on revoit telle personne. Puis quand elle gagnait, la personne... Hey, ça, c'est ton cadeau. C'était mes cadeaux. Ouais. Puis là, ben, tu m'as expliqué un peu ce qui t'a fait désenchanter un petit peu de ton travail de directrice de casting. Donc, c'est pour ces raisons-là que tu as arrêté complètement? Oui, bien, c'est comme l'expression qui dit « always money talk », là. C'est vraiment ça. C'est devenu très « always money talk ». Puis ceux qui ont l'argent en question, les commanditaires et tout, on s'en sort pas. Puis c'est normal parce que, tu sais, c'est comme...
je comprends là, tout ce qui se passe, mais c'est comme depuis, tu sais, Marie-Lou, depuis la COVID. Disons, moi, là, je suis en train de parler des budgets qui ont baissé, mais depuis la COVID, ça l'a encore plus, tu sais, toutes les contraintes. Tu sais, non, ça va pas très bien, mettons, dans le milieu de l'audiovisuel présentement. C'est ça, donc c'était difficile avant, c'est encore plus difficile. Ouais. Puis, il faut s'adapter, tu sais. Fait que là, t'es plus dans le milieu artistique? Plus beaucoup, tu sais, je te dirais. J'ai plus d'argent. À part la campagne de sensibilisation que j'ai pu faire, là, tu sais, pour l'autisme invisible, que j'ai ramené le personnage de Maria. C'est ça, je veux qu'on en parle après. Oui, on en parlera après, mais sinon, non, je suis plus... par contre, il y a des projets de séries télé comme conceptrice, que ça a failli voir le jour, mais encore, c'est... Comme scénariste? Idéatrice? Conceptrice, tu sais, idée originale de, puis que j'ai été supposée de jouer le rôle principal. Ah, wow, c'est OK, comme si, un retour au jeu. C'était, tu sais, parce que quand les gens me demandent qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps-là, il y a eu des projets. C'est surtout après la COVID que j'ai fait, OK, là, je vais peut-être plus plonger dans l'écriture, parce qu'il y avait quelques idées, mais j'en ai jamais parce que, mettons, la période, quand tu as décidé d'arrêter d'être directrice de casting, c'est passé quoi pour toi juste après? Ah, là, tout de suite après, j'ai eu Elliot. Okay. Puis quand j'ai eu mon garçon, Elliot, au même moment, la carrière de Daniel Roby, mon ex, a explosé à l'international. Donc, on a été comme un 10 ans qu'on était... c'était une vie comme tu sais ce que c'est, ces vies-là. On ne savait jamais si on était au Canada, à Los Angeles, à Paris. Donc... c'est ça, parce que Daniel a tourné en France. Donc, toi, tu l'as suivi à un moment donné avec ton fils. Puis ça, c'est quand même chouette. Ah, mon Dieu! T'aimais ça? C'est comme les femmes de joueurs de hockey, là. Ils suivent... Ouais. Mais non, mais tu sais, parce que t'es créatrice, toi, t'es correct pour toi, cette période-là, de suivre plus la carrière de ton mari? Ben, je te dis... Non, mais parce que je te connais, mais ça, t'es comme une fille qui a des idées dynamiques. Écoute, ça m'a mené à un divorce et un diagnostic. OK. En gros, si on résume ça. Tu penses-tu que ça a un lien? Non, mais je suis un peu... tu sais, c'est comme... disons, mon signe astrologique, je suis taureau, moi. Moi, je broute ou je fonce. Tu sais, j'ai comme deux fonctions. OK. Mais je broute. Tu sais, moi, s'il y a trop de mouvance dans mon environnement, s'il y a trop de choses qui se passent, j'ai le stress dans le tapis. Tu sais, Fait qu'un bébé, tu sais c'est quoi? T'en as eu deux. Ça, puis Daniel était extrêmement occupé. Fait que c'est comme, j'étais toute seule avec mon bébé. Je n'étais pas diagnostiquée, donc c'est comme... Tu sais, l'autisme, c'est de l'intensité. Donc, mais j'y arrivais... Mais je copais tellement pour être une bonne maman, puis d'essayer de manœuvrer avec. Puis nous autres, là, tu sais, dans le milieu, c'est tout le temps de dernière minute. Tu sais, c'est genre, à 2 semaines d'avis, tu t'en vas à Los Angeles pour le tournage d'une série ou un film pour Daniel. Ah, oups, ça vient d'être annulé parce que, disons, l'acteur principal vient de tirer à blog. Ah, oups, 2 jours après, là, on nous appelle parce que là, il y a une série à Paris. Ah, 6 mois à Paris. OK, fait que là, dans, disons, 1 semaine et 8 jours, on s'en va 6 mois à Paris avec un bébé, le drain français qui est en train de changer dans la maison. Puis, il faut tout coordonner ça avec toute la paperasse et Mais c'est là que j'ai un système nerveux de petit oiseau, là. Il y a peut-être du monde qui sont capables de gérer ça, mais j'ai perdu les pédales complètement. Parce que tu l'as nommé dès le début, là, tu dis, moi, je suis autiste, les gens doivent le savoir, mais je pense qu'on a besoin que tu nous situes plus, là, dans le sens, tu sais, moi, je ne savais pas, là, je l'ai appris dans les dernières années avec tes capsules, plus, tu sais. Mettons qu'on en parle. Toi, tu l'as su sur le tard que tu étais autiste, à 40 ans. C'est ça? Est-ce que c'est le moment que tu me parles là? C'est-à-dire le moment où est-ce que ta vie est devenue chaotique? C'est ça qui a Exactement. révélé... Lors du 2e séjour de 6 mois à Paris, Daniel, il tournait le film Dans la brume, qui est un gros film de science-fiction qu'on tournait à Paris. Puis c'est super, là. Tu sais, écoute, on était logés, là,
on a la chance, quand même, on a des beaux cadeaux là, dans ce milieu-là, on peut pas se plaindre, là, qu'on vit des belles expériences. On avait un super appart et tout, mais j'ai été rendue tellement fatiguée après une série de projets, un après l'autre, que Daniel avait back-to-back, que rendu là, même si j'étais dans le beau Paris, là, j'en avais plus rien à foutre. Là. T'as une fatigue mentale. Une fatigue mentale épouvantable, je n'arrivais plus à remonter. Donc, puis ça, j'en ai parlé, c'est public. C'est ce qui m'a mené à faire une grosse dépression majeure, au point de ce qui me gardait en vie, c'est mon garçon, là, parce que j'étais rendue tellement fatiguée que mes sens étaient devenus complètement exacerbés. J'entendais, j'étais comme un chien, j'entendais puissance 100 et je sentais puissance 100 tout ce qui se passe dans un environnement. Puis à Paris, les odeurs sont fortes et tout. Puis je me suis dit, je perds la boule. Je suis en train de devenir folle, vraiment. Puis toutes mes tocs d'enfance revenaient, de compter, de classer, de tout ça. Tout ce que je faisais, c'était dormir. Puis, en fait, mon cerveau, il était vraiment là, il avait vraiment besoin de repos. Je n'y arrivais plus. Même m'occuper d'Eliott, on nous avait recommandé une jeune fille pour venir, puis il a fallu que j'aille quelqu'un pour m'aider avec Eliott, parce que c'était du genre, si je dormais, j'oubliais d'aller le chercher à l'école. Là. Fait que ça m'est arrivé une fois. La production a appelé parce que je dormais. Puis ils ont fait, Rachel, l'école vient d'appeler. Puis, heureusement, ça faisait comme 20 minutes qu'ils m'attendaient, là. Mais c'est ça, j'arrivais même plus à m'occuper de mon garçon, là. Je ne faisais que dormir. Fait que je planifiais mes dodos pour au moins il se lève le matin, parce que Daniel, il faisait 7 jours sur 7, du 17 heures par jour. C'est des vies. Donc, j'étais avec Eliott, puis je dormais en conséquence de « OK, il faut que je me lève le matin pour le faire déjeuner. » Après ça, je redormais pour ensuite aller, à un moment donné, manger. Je me recouchais pour après ça aller le chercher à l'école. Mais là, quand c'est arrivé la fois que j'ai passé tout droit, là, j'ai fait « Non, là, ça me prend de l'aide, parce qu'après ça, il fallait que je le fasse souper. » Il était à la maternelle là-bas. Puis tu devais rien comprendre parce qu'en même temps, tu n'avais pas de responsabilité. Tu étais à Paris avec ton fils. Absolument pas. Il allait à l'école, tu avais de la liberté, tu n'avais pas à travailler. Et que tu avais une fatigue qui s'expliquait comme pas. C'était comme tout le stress du mouvement. Il y a plusieurs personnes autistes qui vont dire « Ah, c'est pas un handicap » parce qu'on est quand même, c'est considéré comme un handicap. Moi, je suis totalement, je fais pas attention. Puis que j'ai pas, ça a fait que j'ai transformé ma vie complètement. Là. Mais si je fais pas attention, je peux complètement m'épuiser. Là, c'était, puis je suis capable d'en prendre. Je suis dans les chanceuses, dans le spectre de l'autisme. Je suis née, moi, on pensait que, j'étais l'expression un enfant retardé. On pensait que j'étais un enfant retardé. J'ai eu la chance d'être capable de m'adapter. Mon cerveau a cette chance-là de faire je sais pas exactement, je ne suis pas neuroscientifique, mais de faire des nouveaux chemins. Mm-hmm. C'est comme si tout cerveau de base, tu as des chemins qui vont du point A au point B. Bon, en autisme, c'est comme s'il y a un blocage entre le point A et le point B. Donc, un cerveau qui est capable de s'adapter va faire un autre chemin pour aller du point A au point B, qui fait que c'est de la fraction de seconde, là, ça paraît pas. Mais quand tu deviens très, très fatigué, l'autre chemin ne fonctionne pas. Donc, tu tombes dans ton chemin bloqué. Donc, ce qui fait que tu tombes dans tes blocages et là, tu fais « Je suis en train de devenir débile mental. » Puis, mes sens exacerbés, c'est quand j'étais jeune, j'entendais, je sentais, puis, c'est très sensoriel, mais avec beaucoup, avec comme plus de puissance. Fait que je régressais. C'est ça que ça fait, un cerveau hyper fatigué. Puis c'est souvent là que les gens finissent en psychiatrie. Parce que là, ils ne comprennent plus, puis ils ont des gros crashs. Fait que là, on pense qu'ils sont bipolaires, ou trop de personnalité limite, ou maniaco-dépressifs, tout ça, quand dans le fond, c'est un épuisement dû à des trucs dans leur environnement. L'autisme, c'est beau. Oui, trop de stimuli qui fait que tu deviens très, très, très fatigué. Puis à force de coper, parce que plus ton cerveau s'adapte, plus tu es capable de te caméléoniser, que j'appelle. On nous appelle les caméléons. L'autisme invisible, c'est comme si tu es capable de camoufler, mais ça demande beaucoup d'énergie.
Puis quand tu rajoutes du stress comme un enfant, comme une carrière, comme du déplacement, comme tout ça, ben, à un moment donné, tu fais, voyons, Rachel, t'as rien à faire, puis t'es épuisé. Ben, c'est l'accumulation qui fait que tu dégringoles complètement, puis ton cerveau, il tire la plug, tu sais. Il fait, j'en peux plus, puis là, tu comprends pas pourquoi. Puis si tu t'es pas en face de... Tu sais, comme je dis dans ma conférence, moi, c'est une série de petits miracles, parce que j'ai fait une conférence aussi beaucoup pour parler de ça, parce que à force d'en parler, les gens m'appellent, tu sais, ils m'appellent, ils veulent me contacter, des fois je parle à des gens, puis... comprendre. Pour comprendre, Oui. puis tu sais, quand on parle d'autisme invisible, c'est des gens qui s'adaptent. Donc, C'est ça, parce qu'il y a plusieurs types. Donc, toi, tu me parles de l'autisme invisible, que tu dis caméléon. C'est parce qu'avant, on disait autiste Asperger, mais de type qui ont une très bonne capacité à s'adapter, comme Réal Bélan, Louis T., les humoristes qu'on connaît bien ici au Québec. Ouais. Paul Hood, il était diagnostiqué aussi. C'est des gens que quand tu es Asperger, autiste, que t'as le parcours que t'es vois tout de suite, tu sais. Ah, OK. Les gens Mais les sont voient pas. fonctionnels, c'est pour ça que vous dites invisibles. Invisibles, c'est que les Ça traits paraît deviennent invisibles. Par contre, dans l'enfance, ça ne ment pas. OK, mais parle-moi de 0 à 40, là, jusqu'à ce que tu fasses, que ça a été le déclic en France, là. Comment tu t'en es sorti? Comment t'as géré ça, ce trouble-là, à travers ta carrière et ton enfance? Qu'est-ce que tu avais comme trait, mettons? Ah, ben mon Dieu, enfant... c'est, tu sais, quand on parle de classer, faire des catégories, les fixes, tout le temps répéter les mêmes choses, l'anxiété, c'était tout ça. Okay. Mes parents, c'est sûr qu'ils se sont posé des questions, puis ils m'ont amené voir un pédiatre, là, à un moment donné, disons, à l'âge de 4 ans, disons, parce que, je parlais pas. Moi, j'ai été dans ceux que... ceux qui sont capables de s'adapter ont rarement ça aussi, j'en parle dans ma conférence, ils ont rarement un trouble de langage. Un retard de langage. Moi, j'ai été dans la catégorie quand même qu'à 4 ans, j'ai commencé à parler, mais c'était pas... Tu t'es rattrapée depuis? Mais oui, regarde, je parle beaucoup. Oui. Non, c'est ça. Je pourrais te raconter plein d'histoires en anglais, je parlais pas anglais. Ça, tu pourrais demander à Daniel Roby. J'ai commencé on a débloqué, parce qu'ils font ça aussi, des switches. Puis là, oups, ça réveille les chemins qui étaient comme... En tout cas, un autre sujet. Là, tu me demandais... Non, mais ton enfance, donc il y avait ça. Oui, bien c'est ça. Donc... tu disais que jusqu'à l'âge de 4 ans, tu parlais pas, puis ça, c'est assez rare. Donc, oui, puis avec plein d'obsessions. Moi, les chiens, j'aimais les chiens. J'aimais pas les chiens, j'étais un chien. Vraiment, j'étais un chien. Après ça, ça a été les... Non, avant, ça a été les chevaux. Après ça, les chiens. Moi, j'ai appris à m'adapter à l'humain. Mes meilleurs enseignants ont été les chiens. Écoute, dans un chien, les comportements de chien, tu comprends tous des gens. Mais dans la nature, mais c'est ça. Tu sais, j'étais dans mon monde de... Moi, je pouvais prendre une petite chenille quand j'étais tout petite, puis de prendre un couteau de cuisine. Je sais pas bonne, mais je voulais voir comment c'était fait dans la chenille. Tu sais, avais-tu des intestins, avais-tu un cœur? Moi, je voulais voir s'il y avait... Tu sais, c'est ça. C'est des enfants. Oui, mais c'est too much. Tu sais, c'est ça. Tu lis pas un livre de chien, t'en lis comme 10, mais tu sais par cœur de bord en bas. Les 10 livres. C'est très, très intense. Pour ton apprentissage de texte de comédienne, ça devait t'aider, ça? Oh mon Dieu! Ça devait être sharp, là. Mais en même temps, j'étais celle qui faisait le plus de bloopers parce que j'avais de la difficulté à me concentrer. Parce que, tu sais, là, maintenant, je le sais. Mais, tu sais, tourner devant le public, Marie-Lou, il faut que tu penses, tu sais, il faut que tu apprennes ton texte. 2, c'est un rôle de composition, mais un coup que je la connaissais bien. Ouais. Maria, tu sais ce que c'est, connaître un personnage, ça devient comme une seconde nature. Ouais. C'est ça, exactement. Mais il faut tout le temps que tu penses à tes positions. Il ne faut pas que tu fasses d'ombre. Il est où le spot, la caméra 1, 2, ton angle, ci, ça. Toute cette technicalité-là, pour moi, c'était une gymnastique. Les rires, il ne faut pas t'embarquer ces rires. Il faut que tu punches, le rythme, tout ça. Il faut que tu t'adaptes à celui qui change la phrase, puis là, tu adaptes ta phrase. Tout ça faisait que ça me déconcentrait des fois, puis là, mais ça faisait des bloopers, c'est intéressant, puis on en rigolait, donc le public aimait ça. Mais maintenant, je le sais, tu sais, mais moi, juste m'en venir ici à matin, là, tu sais, t'as vu, là? Bon. T'as grandi à 30, tu t'es perdu, ça, tu m'as appelé plusieurs fois. Oui, tu sais, quand je te dis, ça me prend un dessin, dans l'orientation, je me perds avec un GPS, c'est vrai, là, c'est vrai.
C'est comme ça. Puis c'est... tu sais, je préfère... C'est pas de ma faute, je suis autiste. Mais je mettrais pas ça là-dessus. Puis ça me choque. Ça me choque parce que... puis tu sais, quand je t'ai dit, j'ai demandé à mon amoureux hier soir, j'ai dit, OK, donc là, Marianne est dans tel sens... T'as besoin de faire oui. ce chemin-là dans ta tête avant de venir. Exactement. J'ai besoin de Ça dessin. t'aide. Puis les acteurs m'adoraient quand j'étais directrice de casting parce que, écoute, moi, là, quand j'appelais des acteurs en audition, disons, le studio Saint-Ambroise, tu sais quoi? Oui. Bon, souvent, il y avait un train. Le train, souvent, il prenait 20 minutes de Oui. temps. Oui. Fait que quand je donnais l'heure d'audition sur les directives, je me disais, oui, ça se peut que vous preniez le train. Donc, désolée de vous le dire, mais il faut que vous arriviez d'avance, pas être en retard. Sinon, parce qu'on était tellement serrés dans le temps. C'est ça. Puis, il y avait aussi que je faisais un dessin pour ceux qui arrivaient la première fois, tu sais, pour rentrer dans le stationnement. Bon, mais moi, ça me prendrait tout le temps ça. Fait que c'est comme... moi, je suis comme mon cerveau cognitif, là, pour l'orientation. C'est comme un enfant maternel. OK. Tu sais? Puis comme, mettons, dans toutes tes années avant de le savoir, y a-tu des moments où t'en as souffert, mais tu savais pas que c'était à cause de ça? Ben ou tu oui. T'as toujours réussi à surfer dans la vie? Ah, mon Dieu! Ben oui, j'en De ai quelle souffert. façon t'en as souffert? Enfant, c'était l'intimidation. Puis en plus, Ah j'avais oui? les dents croches. J'avais... Hey, non, je faisais dur, moi. Tu sais, puis... Mais on m'appelait le cheval. Puis là, j'ai dit, bon, ça y est, j'étais en train de payer pour aimer trop les chevaux. Parce que j'avais les dents tout croches par en avant. OK. Puis c'est avec un marqueur jaune que j'ai poussé sur mes dents pendant 2 ans. Tu sais, mais je me plaignais pas. J'avais un petit... Tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle, mais je m'organisais. Ça m'a servi. On appelle ça la grit. Il y a Angela Duckworth. Je pense que c'est une psychologue ou une sociologue. Tu sais, dans l'autisme, on oublie souvent que les gens ont des personnalités. Moi, j'ai une personnalité que je me pousse. En tout cas, là, je suis rendue plus vieille un petit peu, là. Mais, tu sais, j'étais là dans « je veux ça, je veux des amis ». Moi, tu sais, quand tu disais « en as-tu souffert », écoute, les gens, ils riaient de moi. Là. Moi, je suis partie d'un enfant qui regardait ses talons, dont à 6 ans, pour aller à mon arrêt d'autobus, puis je fonçais dans les autos qui étaient stationnés, tellement je voulais pas affronter d'aller à l'école. Là, tu sais. ouais, OK. Non, c'était dur, moi. Tout ce qui était être en contact avec les gens, puis d'être en interaction et tout, tous les Mais traits tu typiques comprenais en pas. autisme. Ah, je comprenais rien. Puis personne autour, comme c'était des traits quand même subtils, c'est ça qui a fait que Ben, t'as pas eu de diagnostic avant l'âge de 40 ans. C'est ça, tantôt, j'ai effleuré que mes parents, ils sont Ouais. allés voir un pédiatre. Puis le pédiatre, il me regardait de fois en fois. Il disait, ben, elle s'améliore. On sait pas trop ce qu'elle a. Il connaissait rien dans ce temps-là à l'autisme. Puis surtout pas l'autisme. Il connaissait plus l'autisme qui avait des traits flagrants. Tu sais, il y a l'autisme de niveau 3 qui a déficience intellectuelle, tu sais, qui sont non-verbaux, disons, qui se balancent sur eux-mêmes, qui ont des traits vraiment... Ça, ils connaissaient ça depuis longtemps. Même niveau 2, que, tu sais, les traits, le flapping, tout ça, on connaissait beaucoup de choses. Même les pédiatres de cette époque-là, de mon temps, quand j'étais jeune, mais ils ne connaissaient rien aux petits Asperger, qu'on appelait ceux qui avaient la capacité d'évoluer. Donc, il y avait des traits, mais c'était plus flou. C'était beaucoup moins de difficultés quand même que les autres enfants qui avaient plus de difficultés. Puis, le pédiatre, il ne faisait pas le lien, donc, puis je m'améliorais, donc il disait, ben, donc, il pensait qu'il y avait un retard, mais ça advienne qu'adviendra. Puis, mais je le sentais que les gens pensaient que j'étais niaiseuse, mais dans ma tête, je n'étais pas niaiseuse. J'étais envahie. Moi, j'appelais ça mon monstre d'anxiété. Mon challenge était de ne pas me faire avaler par mon monstre d'anxiété. J'étais bloquée. Fait que, tu sais, peut-être ce côté-là de plongeuse, de dire, OK, c'est tout ou rien. Ça casse, ça passe, ça vient de là. Parce que j'avais tellement peur qu'il fallait que je fasse... Et voilà, tu sais, un peu comme une voiture de course, là. T'as 2 poteaux, faut que tu passes, puis si je suis due, ben c'est un peu casse-gueule, mais c'est peut-être mon côté casse-gueule comme ça, oui. Puis comme à 40 ans, là, t'as décidé d'aller te faire diagnostiquer suite à ton voyage à Paris, ou y a-tu un autre déclencheur? Non, ça, c'est vraiment, tu sais, quand je dis c'est une série de petits miracles, j'étais à Paris, dans mon crash total, puis...
un moment donné, c'est quoi qui est arrivé en premier? Tu étais comme non, postpartum? Non, Elliot, il avait quel âge quand tu étais Non, il y avait 6 ans dans ce temps-là. Okay. Fait que le postpartum... Oui, il y avait longtemps. Non, c'est un genre de dépression étirée, là, de postpartum. Non, je suis... parce qu'encore là, je déteste, moi, voilà, une victime. Tu sais, être victime, être affaiblie, je déteste ça. Et là, vraiment, tu sais, quand je te dis, Marie-Lou, mon cerveau ne fonctionnait plus. Je ne faisais que dormir. Puis je ne comprenais rien. Puis je voyais, là, tu sais, quand je te dis, je sentais, j'entendais tout. J'entendais des conversations. À un moment donné, je m'en vais à une boutique, là. On avait un logement. Puis je veux aller acheter des petits cadeaux pour mes proches, tu sais, parce que c'est tellement bien Paris. Puis tout est beau, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, tranquillement, je vais acheter des petits cadeaux. Donc, j'arrive à la caisse, puis il y a quelqu'un qui pose une question à ma gauche. Puis là, j'entends. Là, je dis pardon, je me tourne à gauche, tu sais. Et là, je me rends compte que la personne n'est pas à côté de moi, mais je l'entends comme si elle était à côté de moi. Elle était beaucoup plus loin. C'était une conversation d'une femme avec son amie qui posait une question à son amie. Et là, je me suis retournée vers... Il y avait une cliente à ma droite pour voir si elle m'avait vue, parce que j'avais l'air complètement folle. Je regarde le caissier, il me regarde, on en dit... Puis il regarde la fille, l'autre cliente qui était à côté de moi à ma droite, on me l'a dit, ouf, elle, là, ça va pas très bien dans sa tête. Et là, j'avais la confirmation que, je me sentais, là, ma santé mentale n'allait pas bien, mais là, je sentais que ça paraissait, là. J'étais même plus capable de camoufler. De le cacher. Fait que j'ai fait, là, il faut que je fasse de quoi, tout ça. Je me suis inscrite à un cours de CrossFit. Tu fais, voyons, Rachel. Oui, c'est de quoi qui est dur dans la vie. T'as juste le goût de dormir. Ben là, je m'en vais faire du ben là, je me suis dit, il faut que je réactive mon système. Ben allons à l'extrême encore. Encore. Pas du yoga, là. Non. C'est ça. Fait que c'était comme, je suis tombée, ça a été super bien parce que je suis arrivée, il y avait une période d'essai, une journée, puis je suis toute seule avec le gars de CrossFit, puis il me fait sauter à la corde à danser. Puis il dit, Rachel, concentre-toi, ta corde à danser, ton côté gauche est désynchronisé de ton côté droit quand tu fais des mouvements. Après ça, il me faisait faire d'autres mouvements. Il dit, Rachel, concentre-toi. Là, tu sais, donc, il y avait plusieurs affaires techniques que mon côté gauche était désynchronisé. Puis après ça, tu sais, j'étais brûlée. J'ai fait, non, le CrossFit, là, c'est bien que c'était une période d'essai gratos, là, je n'irai jamais là. C'est comme, j'étais bien droit là-dessus. Mais quand j'étais revenue à l'appartement, j'ai fait, voyons donc, c'est quoi le problème? Puis j'ai fait écoute, ça, c'est le premier miracle. J'ai fait Google, pourquoi mouvement, côté gauche désynchronisé du côté droit, lors de mouvement, ou je ne sais pas trop quoi. Et je suis tombée, écoute Marie-Lou, je n'ai jamais réussi en refaisant les mots que j'ai faits sur Google, retrouver l'article. Je suis tombée droit sur un article d'une personne autiste Asperger qui racontait sa vie. Puis c'était ma vie. Daniel était rentré après sa journée de tournage le soir, j'ai dit, lis ça. Mais il dit, c'est toi, Rachel? Je dis, voyons donc. C'est une personne, il est suspect de l'autisme, il est Asperger. Je suis pas Asperger, là. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, puis j'ai fait plein de petits tests, tu sais, il y a plein de petits tests pour la reconnaissance des visages. J'ai vu que je ne reconnais pas personne pantoute. Tous les traits, tu sais, flagrants, plus techniques. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur Louis T. J'ai fait, est-ce qu'il y a des Asperger au Québec? Et là, Louis T, qui a fait son coming out, tout le monde en parle. Puis il dit, s'il y en a qui me regardent, là, puis qui ont des petits doutes, puis qui se reconnaissent peut-être, allez donc faire le Aspie Quiz, qui est un test approuvé, de test de prédisposition, pour vous dire, est-ce que vous ne seriez pas Asperger? Donc, je m'en vais faire ça, un test sur 200, j'ai 162 sur 200. Un score qui est très élevé. Tu sais, une personne comme Daniel l'avait fait, là, lui avait comme 25 sur 200. Tu sais, entre 25 et 35 sur 200, ça, c'est une personne neurotypique qui est pas autiste. Moi, j'avais 162 sur 200. Et là, j'ai fait. Mais c'est vraiment weird parce que tu fais. Voyons donc. Même toi, là, ça m'a pris 1 an à accepter, mais moi, je ne l'acceptais pas du tout. Non? Pourquoi? Après... Ça te soulageait pas d'avoir des mots, un diagnostic? La plupart, ils vivent leur lune de miel, là, tu sais, de diagnostic. Ils disent, enfin, je sais ce que j'ai. Moi, là, je n'étais pas contente pantoute. Puis, je suis allée me chercher Isabelle Hainaut. Tu sais, un coup que, là, j'ai fait l'Aspie Quiz,
j'ai tombé un autre petit miracle. Tu sais, ça a été comme le gars de CrossFit, Louis T. Puis après ça, c'est Marie-Josée Cordeau, une femme Asperger, autiste invisible aussi, qui faisait une capsule, puis elle disait la meilleure, on est chanceux, une des meilleures à l'international dans le diagnostic des femmes pour le syndrome d'Asperger, est à Montréal. J'ai fait, OK, c'est quoi son nom? Isabelle Hénaud. Je me book à mon retour de Paris, après avoir fait en ligne, tu sais, ils nous envoient à peu près 8 tests, puis il faut que tu écrives à peu près 6 pages sur les traits un peu spéciaux dans ta vie, tu sais, pour finalement avoir mon diagnostic. Mais non, moi, ça m'a fait énormément de peine, moi. Ouais. Il y a plein de choses que j'aurais fait tellement différemment dans ma vie. Qu'est-ce qui t'a fait de la peine? Le fait de l'apprendre si tard? Ou le fait d'être ça? Ou le fait... l'apprendre si tard. D'être ça, tu fais, tu peux pas te faire greffer un autre cerveau, là, tu sais. Mais, tu sais, tu te rends compte que c'est beaucoup dans l'environnement, les choix de vie. Tu sais, il y a des affaires que tu ne peux pas aller contre. Est-ce que j'aurais marié un réalisateur qui voulait faire carrière à l'international, à l'avoir su? La réponse est non, Marie-Lou, tu sais. Avoir connu... T'es tombée en amour avec, Oui, mais... Mais tu l'aurais peut-être pas suivi dans toutes ses folies. Ben au début, tu sais, tu dis, connaissant un peu le milieu, même dans notre milieu au Québec, là, ici, là, c'est rock'n'roll quand même. J'aurais pu savoir que je l'aurais ralenti. Tu sais, disons, ou j'aurais pas été dans le même trip que lui de faire, tu sais, Daniel, c'est une bombe, là. C'est comme, il n'y a pas de limite d'énergie, on dirait, il est capable de nailer 8 affaires en même temps. Est-ce que notre couple aurait été mieux si ça avait été plus mollo? Absolument. On a eu des périodes plus mollo, même si on avait des beaux projets, mais pas un rythme à l'international, tu sais. Fait que, puis quelqu'un qui connaît comme toi, c'est quoi le métier? Quand les périodes de crunch, c'est vraiment, même si t'es pas une personne autiste... C'est dur pour une famille tout court. Ah, c'est pas... Tu sais, comme disait Micheline Langto, c'est pas un métier réalisateur ou, disons, même les acteurs, tout ça, qui travaillent beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas des métiers qui sont faits pour une famille avec des jeunes enfants, disons. Mais c'est ça que je me dis. Je me suis dit, j'aurais peut-être pu prévoir avant, ou du moins... en couple, organiser vraiment mieux notre vie pour avoir de l'aide. Même à un moment donné, oui, j'ai accepté, mais d'accepter que le rythme effréné, puis tout ça, c'est comme quelqu'un qui manque un bout de jambe, puis que si je monte trop de grosses côtes avec une prothèse, ben à un moment donné, il va avoir des plaies, puis la gangrène va pogner, tu sais. Non, je peux pas monter... tu sais, il faut que mon rythme, il faut que ça soit plus mollo que quelqu'un qui est capable de monter une côte, puis une autre côte, puis une autre côte. Fait que t'étais un peu dans le déni quand t'as eu ton diagnostic? Ou... non. Oui. Oui? Okay. Tu sais, j'allais dire non, mais ça a été dur de l'accepter, parce que je me disais, non, gars. Je suis capable de reconnaître les gens, voyons donc. Puis pourtant, tu sais, Daniel, il disait, Rachel, on écoute un film, là, si l'acteur principal, il a le malheur de se faire couper les cheveux dans le film, tu ne reconnais plus, là, tu ne peux plus suivre l'histoire parce que tu ne reconnais plus l'acteur. Mais dans ma tête, c'est comme normal que tout le monde ne le reconnaissait pas. Il dit, ben non. Ou les personnes qu'on croisait dans la rue, tu sais, toi, je te vois blonde, là, en ce moment. Bon, mais t'as un rôle, là, puis que là, il faut que tu te fasses raser la tête, les cheveux noirs, puis t'es pas maquillée. Je te reconnais pas, Marie-Lou, je ne te reconnais pas. Je reconnais l'énergie des gens. C'est le même. Puis dans les yeux, tu sais, souvent, les gens disent... ça, c'est un trait typique des Asperger. Ceux qui regardent dans les yeux, souvent, on regarde vraiment plus profondément. On est intimidant parce qu'on veut chercher d'autres choses. On cherche l'énergie. Moi, en tout cas... dans le fond de l'œil. Dans le fond de l'œil, parce qu'on veut tout le temps l'anxiété qui nous guide. Fait qu'on va tout le temps savoir, peux-tu te faire confiance, tu sais? Fait qu'il faut être plus creux que, tu sais, c'est bien beau les beaux yeux, le maquillage, tout ça. Nous autres, on va plus creux. Ça, c'est quand je parle avec d'autres personnes Asperger qui regardent dans les yeux. Souvent, on leur dit ça aussi. Puis ils disent, il y avait une femme Asperger qui disait, hey, vous êtes chanceux que les Asperger vous regardent pas dans les yeux, ou les personnes qui ont plus, les personnes autistes qui ont plus la capacité, parce que c'est neurologiquement, là, ça a l'air niaiseux, mais je sais pas c'est combien d'informations qu'il y a dans un regard entre deux personnes, mais
Là, peut-être je dis n'importe quoi, mais il me semble que ça tournait autour de, comme à la minute, là, 50 000 informations. Puis quand on y arrive, ça, c'est des gens qui se pratiquent. Enfants, la plupart sont pas capables, comme moi, je n'étais pas capable. Mais quand tu y De arrives... regarder dans les yeux. Oui, c'est encore T'évitais là... un peu le regard plus jeune. Ah ben oui, écoute, je regardais mes talons. Ah oui. Mais quand il arrive, c'est qu'on va chercher d'autres choses, puis je peux-tu te faire confiance, tu sais? C'est tout le temps ça. Mais, puis... Là, après ça, mettons, la première année, ça a été plus dur. Tu as eu un deuil à faire du déni à l'acceptation. Là. Oui. Puis là, après vraiment, ça... vraiment l'accepter, ça a été 1 an parce que j'étais dans le déni aussi, mais à force qu'on me fasse, tu sais, qu'on me... Parce qu'on que tu dit, étais Rachel, telle... accompagnée suite à ça? Oui, c'est Isabelle Hainaut. J'ai eu la chance dans ce temps-là que Isabelle, qui était vraiment très, très bonne, puis on était au balbutiement des femmes caméléones au début. Là, depuis ce temps-là, là, maintenant, il y a des gens qui sont formés, tu sais, dont à la clinique d'Isabelle, ils ont formé des gens, tout ça, mais au début, les femmes ils ont été repérées beaucoup plus tard que les hommes. Tu sais, disons, des Pourquoi Louis tu T. penses? Parce que les femmes sont tellement bonnes pour s'adapter que les traits paraissent encore moins. Okay. Ils sont beaucoup plus sociales. Donc, ils se modèlent, ils se poussent davantage pour connecter. Les hommes sont plus souvent, tu sais, pas tous, là. On le voit, tu sais, il y a plein d'artistes... Tu allais parler de Louis T, tu allais dire quoi? Oui, Louis T ou Réal. Ben, Réal, je le vois vraiment pas. Louis T, tu sais, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, oui! » Tu sais, oui. Je vois des petits trucs que je fais « Ah! » Donc, les professionnels les repéraient quand même plus vite. Ah, okay. Les femmes, c'est beaucoup plus soft. Mais on va me voir, moi, régresser à un moment de très grand stress ou de très grande fatigue. Je vais avoir des tics nerveux, je vais me remettre à tout vouloir cadrer. Tu sais, il y a des affaires que les gens qui me connaissent intimement, ils le savent. Mais quand tu sais pas que la personne est comme ça... C'est quoi tes tics nerveux? Les tics, ben moi, il y a beaucoup la dermatillomanie, qui est un trait... c'est tout ce qui est la peau. C'est la peau des doigts, je mange mes doigts. Ah, okay. Si j'ai une imperfection, moi, dans le visage, je vais la gratter, mais même sans m'en rendre compte, c'est le stress, faut que ça sorte. Souvent, tu sais, quand on parle de flapping ou de toc avec, tu sais, que les gens vont tout le temps avec un crayon, faire aller le crayon, tout le monde fait ça dans la vie. C'est juste l'intensité est trop grande, tout le temps les doigts dans la bouche, tout le temps se gratter, tout le temps, moi, je pouvais me faire des plaies, là, à me gratter. Ça, c'est le stress qui est trop, trop fort. Puis le cerveau, il cherche comme à se balancer. Il y en a qui se balancent sur eux-mêmes aussi. Moi, si on me voit me balancer, c'est vraiment là que là, je suis à un niveau vraiment... Ou des tics nerveux avec ma bouche, tout ça, c'est vraiment, je suis au summum, là. Puis, comment ça se passe dans la maternité, de découvrir ça? Mettons, tu dis, Elliot, il y avait autour de 6 ans. Oui. Comment tu vis ça après ça, avec ton enfant aussi? La grande chance que j'ai eue, c'est que dans mes skills, dans mes aptitudes, je connecte comme avec les animaux, avec les bébés. Je connecte bien avec les enfants. Moi, quand ça parle pas, là, on dirait, là, je suis encore meilleure. Tu sais, comme un petit animal ou un bébé, tout le monde a de la misère souvent. Moi c'est le contraire. J'y comprends. C'est comme une connexion que j'ai. Donc, malgré que j'étais toute seule avec Elliot, ça allait vraiment bien. Wow. Puis moi, tu sais, comme Asperger, ça aime ça, un horaire, les enfants? Tu sais, même les bébés, là, c'est très cadré, tu sais. Ils boivent 2 heures, puis ils veulent du cadre. Puis après ça, quand ils vieillissent, aussi, ils aiment savoir du cadre, ils aiment ça, l'anticipation. Je suis tout le temps dans ça. Là, on va faire ça, puis après ça, on va faire ça. Là, ça va faire de dos. Puis là, tu sais, puis tout est la purée. Tu sais, tout, c'est cadré des enfants. Donc, c'est pour ça aussi que les personnes autistes invisibles ou Asperger, ils sont plus typés, ont la réputation d'être d'excellents parents. Parce que les enfants, ils aiment ça, là. Tout est programmé. Fait que ça ne crée pas d'insécurité, puis ils sont contents. Fait que ça, c'était la grande chance que j'avais. Moi, ce qui me stressait, c'était notre vie qui bougeait. Oui. Tu sais, c'était que tout était... il y avait la trop de faute à Daniel. Toute la faute à Daniel. Écoute, c'est tout de sa faute. Puis après, donc, quand tu as comme eu ce diagnostic-là, tu as eu l'acceptation, il s'est passé quoi pour toi après? Ah, boy!
Après, ça a été... il a fallu... Moi, ça a été clair, il faut que je change de vie. Ça ne marchait plus du tout. Puis, tu sais, des couples que c'est vacillant, ça amène plein de choses aussi. Fait que là, ça devenait trop douloureux. Puis j'ai fait, non, là, on va se laisser. Pour moi, ça a été... Tu sais, moi, le changement, c'est dur. Puis je suis comme... moi, je suis un animal de routine, vraiment, là. Vraiment. Fait que de changer tout mon environnement et tout, puis tu sais, la comédienne là, qui fait « Bon, ben papa, je m'en retourne dans la nature », tu fais « Oh! » Puis tu sais, j'ai pas comme une formation, j'étais pas bonne, j'avais des problèmes d'apprentissage à l'école et tout, fait que j'ai pas de papier de... Je suis... en même temps qu'être comédienne, j'ai été à l'université pour être en comptabilité, puis là, tu fais « Ben, tu reprends ta vie, puis au pire, si ça marche pas, j'irai... » tu sais, comme assistante comptable ou en comptabilité ou tout ça, faire ma vie. Non, c'était le néant. Donc, ça a été très difficile, mais j'ai fait, OK, moi, j'ai envie de faire du coaching. Puis, je visais beaucoup, je me suis dit, s'il y a de quoi qui manque dans le milieu de l'autisme, c'est ça, puis j'ai de la facilité. Coaching dans le milieu de l'autisme? Oui. OK, parce que ben, j'avais fait coaching, j'ai pensé du coaching d'acteur, là. Non. C'est ça. Ça, j'en ai déjà fait, puis je me débrouille bien, parce que j'ai comme, j'aime coacher, puis j'aime encourager. Je suis une bonne encourageuse, moi, tu sais. Le monde, ils se sentent hot, là, tu sais. Quand je pogne quelqu'un, puis que je crois, là, écoute, je le convainc tellement, là, ça. Fait que ça, je savais que je l'avais, j'étais allée faire une formation. Puis j'avais déjà mes projets, déjà mon équipe. Après la formation, on était prêts à se lancer, faire des focus groups, tu sais, pour tester, et la COVID est partie. Et là, moi, là, c'est comme, OK, j'ai fait, OK, ma formation, dont mon expérience est comédienne. Après ça, là, je voulais me lancer en coaching, c'est ça, vers ça, je plongeais. Et il n'y avait plus de groupe. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Zoom, tu sais, tout est apparu tranquillement. Moi, là, c'est comme si on me disait, Rachel, tu ne sers plus à rien. Tu n'as plus ta famille de base, tu sais, tu n'as plus... moi, mon clan, là, moi, je suis une fille de clan aussi, tu sais. Avoir ma famille, c'est mon rêve. Tu sais, avoir ma famille de base, tu sais, mon mari, mon enfant ou mes enfants... on n'a pas parlé, mais ça m'a pris environ 3 ans de clinique de fertilité à finalement avoir Elliot, que c'est un petit miracle. Mais de perdre tout ça, c'était un gros projet. Ça a été gros. Après ça, de perdre le fait que je ne pouvais pas jouer, tu sais, parce que c'est compliqué de jouer, tu sais. Puis de perdre en plus mon nouveau projet, que j'avais mon équipe faire du coaching, j'ai fait, je suis finie, là. C'est comme, Qu'est-ce que je fais? Puis, non, ça a été dur. Bon, j'ai été comme plusieurs artistes, là, que ceux qui travaillaient, tout ça, que tu avais le truc de la COVID et tout, mais moi, ça a été l'équivalent c'est comme si j'étais... sur le bien-être social pendant le temps de la COVID, qu'on nous donnait notre 2000 $ par mois, là. Fait que ça n'a pas été joyeux. Puis, pendant ce temps-là, après la COVID, ben là, je me suis mis à penser, puis j'ai fait, OK, qu'est-ce que je peux faire? Au moins. Puis c'est là que la sensibilisation pour l'autisme... Moi, je suis une fille de projet. Tu sais, j'aime ça être stimulée, j'ai besoin d'être stimulée. Puis c'est là que, pouf, j'ai eu l'idée de faire les capsules qui ont eu un gros succès. Oui, bien, c'est ça, là, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, tu as comme fait des capsules où est-ce que tu as repris ton personnage de Maria Lopez de Radio Enfer, où c'est Maria Lopez qui parle à Rachel Fontaine pour parler de ce que c'est être autiste invisible. Oui. C'est ça. Puis là, tu as fait ça c'est allé sur les réseaux sociaux, mettons quelqu'un qui veut les voir, là, il peut aller où? Ben en gros, il y a TikTok qui les a. Il faut faire Maria Lopez, autisme invisible. Que ce soit sur YouTube, TikTok, mais TikTok, c'est là que je me rappellerai toujours parce que, tu sais, c'est Daniel, mon ex, qui a fait le tournage, puis on a eu du monde. Vraiment, c'est de la bienfaisance, là. C'est tout gratuit. L'équipement, l'hôtel qu'on a eu 3 jours pour tourner. Tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail et tout. Mais, puis, moi, je me suis dit, ben, je veux au moins, faire de quoi, là. On me tentait de faire de quoi. Puis de sensibiliser, parce que, tu sais, quand on est dans les chanceux, je pense qu'il faut redonner, tu sais, aussi. Il faut aider. Faut
faut aider, tu sais. Donc... Ben, tu as fait tes capsules, parce que là, je te demandais où les gens peuvent le voir. Mais toi, Oui, tu as c'est ça. décidé de sensibiliser les gens. Donc, grâce à ta notoriété aussi, ça permettait que tu aies une vitrine encore plus intéressante en utilisant ton personnage. Parce que c'est très drôle, les capsules. J'invite tout le monde à aller les voir. Pour vrai, là, c'est vraiment cher. Ben, c'est très Kékas. C'est Maria Lopez, la Kékas coach de vie de Rachel Fontaine. Fait que, tu sais, tu sais, quand je viens de te dire, là, le coaching, la formation que j'avais fait, tu sais, c'est une période de coaching. Puis là, j'ai fait « let's go », puis je me suis transposée dans Rachel avec Maria. C'est toi qui écris les textes? Ou? Oui, oui. Mais ça a sorti là, d'un trait, puis c'est très cru. J'ai tellement la chienne. Écoute, Marie-Lou, là, tu sais, un dévoilement de même, là. Puis il y a des affaires, c'est assez cru, là. Tu sais, quand Maria a fait... avoue que tu as quand même frôlé la psychiatrie une couple de fois. C'est vrai, là, tu sais. Mais je suis tout à ton honneur. Hein. Je te félicite parce que pour vrai, d'oser dire ça de cette façon-là, je trouve ça fantastique. Ben, ça doit parler à tellement de monde parce que justement, tant qu'à le dire, tu le dis avec humour, mais jusqu'où ça peut aller, tu sais. Mais écoute, tu sais, je te dirais ça, ma plus belle paye de cette affaire-là, c'est quand les gens... parce que j'en ai fait une autre capsule l'année passée là, pour annoncer la conférence. Mais c'est quand les gens m'écrivent et ils disent « Rachel, écoute, il y a une femme, ça m'a tellement touchée. Elle m'a dit grâce à toi, ma fille et moi, on va beaucoup mieux maintenant. Mais lorsque tu as fait, ça m'a écrit l'année passée. Puis elle dit, lorsqu'on a vu tes capsules sur l'autisme invisible en 2023, on était tellement en mauvais état que, et ma fille et moi, je comprenais qu'elle avait fait dépression majeure, étant en psychiatrie. Puis elle dit, pendant qu'on était là-bas, il y a une amie qui nous a dit, écoute, Rachel Fontaine a fait des capsules, puis ce qu'elle dit dans les capsules, ça vous ressemble. Puis elle dit, grâce aux capsules, on a pu aller au privé, se faire diagnostiquer, puis enfin trouver c'était quoi le problème, puis de remettre notre vie sur les rails, puis on va très bien maintenant. Oh my God! Mais elle dit, sans ça, ça c'est, tu sais, puis il y a plusieurs témoignages comme ça. Il y a des gens que j'ai redirigés, il y a des gens, c'est pour ça que j'ai fait le site autismeinvisible.com, que les tests de prédisposition, le Aspiquiz puis le CAT-Q test. Ils peuvent le retrouver là-dessus. Oui, ils peuvent retrouver ça là-dessus pour au moins savoir si. Puis sinon, c'est super plate à dire, mon public, là. C'est quasi, si on est adulte, impossible de se faire diagnostiquer, surtout si on est un type moins apparent, plus Asperger, c'est type triste, invisible. Oui. Fait que les gens sont quasiment obligés d'aller au privé. Oui. Oui, pour avoir quelque chose... Oui, sinon, moi, si je l'ai tout le temps dit, là, si j'avais pas eu la chance que dans ce temps, on avait l'argent pour me faire diagnostiquer, ça coûte cher. Ben oui. Hein? Puis après ça, un suivi, les professionnels. Moi, je serais plus vivante. Là. Moi, j'aurais pas te faire run. C'est vrai? Oh non. Si j'avais pas été capable de remonter de ma dépression majeure, comment est-ce que, avec toutes les limites, moi, j'étais un type, je déteste être affaiblie. Donc, puis sentir que j'aurais été un poids, que ce soit pour mon fils ou... Non. Fait que j'ai eu la chance d'avoir des conseils, j'ai eu la chance qu'on m'aide, mais c'est ce qu'il y a pas comme dans le système public. Puis il y a une bonne bataille entre le système public et le système privé en ce moment. Mais t'imagines ce que tu dis? Tu dis, hey, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Ah ben oui, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai fait, OK, je vais faire mon effort de guerre et je vais en parler pour sensibiliser. Ça va, Minou? Peux-tu t'aider? Mais c'est formidable là, que tu as décidé de reprendre ça puis de dire, ben ça va devenir ma mission de vie. C'est un peu ça. Ben, c'est une mission, oui. C'est sûr que ma mission, c'est moi, je veux que ça bouge. J'aimerais tellement que le système public et privé fasse affaire pour aider ces gens-là parce que c'est des gens qui ont plein de potentiel. Là. Fait que le coaching, t'as repris ça ou t'as abandonné? Non, j'ai jamais refait ça. Il y a eu une série de projets comme conceptrice. Tu sais, que, disons, il y avait des producteurs, tout ça, que je soumettais une idée, puis ils faisaient « Ah oui! » Il y a eu... Est-ce que ça a un lien avec l'autisme invisible, tes projets, ou même pas rapport? Non, juste pas rapport. Des concepts que j'ai pondus, puis que ça émoustillait des gens, mais que le budget n'est pas arrivé. Puis
Mais en même temps, j'ai toujours fait, tu sais, en même temps que je développe les projets, moi, je suis pas gênée de dire, je fais des petits boulots que j'aime, mais qui me drainent pas, pour me laisser de l'énergie pour si j'ai envie de... Parce que tu fais quoi maintenant comme travail? En ce moment, comme là, en ce moment, j'ai un ami qui... je vais le dire d'emblée, on ouvre une triperie. Pas une friperie, une triperie. C'est quoi une triperie? Une triperie, on appelle ça comme ça parce qu'on est toute une gang de tripeux, de friperies. Moi, j'adore les trésors. Moi, fouiller, puis juste pour le fun et tout. Puis j'ai des amis qui tripent là-dessus aussi. Tu sais, qui vraiment trouvaient des objets et tout. Puis il y a un ami qui, lui, a accès à un très grand local. Dû à il y a plusieurs compagnies, puis il y a un local qui s'est vidé. Puis il a fait, hey, c'est là qu'on peut enfin faire de quoi qu'il fait, qu'on triperait tout le monde ensemble, puis on va faire une friperie. Je veux pas trop en dire. Bon, on peut dire que ça va être en Montérégie, mais on est en train de la faire. OK, c'est en Montérégie, puis ça va ouvrir à peu près quand? Bien, je dirais plus réalistement, là, parce que, tu sais, il y a toutes les affaires légales, les permis, les ci, les ça. Début d'année prochaine, je pourrais en reparler. 2026. Mais c'est surtout que c'est des tripeux. Eux autres sont plus dans le milieu de la musique. Ils tripent musique. Donc, le 2e étage va donner place à plein de choses pour les photographes, pour les gens qui font de la musique, pour tout ça. Puis tout ça va être lié à l'ami en question qui s'appelle Christophe. Sa fille, elle est autiste niveau 2. Okay. Donc, il veut vraiment... C'est comme ça que vous êtes connus? Ou... Ça fait depuis qu'on a 15 ans qu'on se connaît. Okay. Puis sporadiquement, on est resté en contact et tout. Puis, il y a une fondation. Tu sais, c'est comme une armée du salut, disons, ou un renaissance qu'on fait. C'est une grande place. Puis, il y a une fondation qui va être alliée avec ça pour les dons. Tu sais, puis, puis ça va être pour aider, puis donner des ateliers. Et là, c'est peut-être là que le coaching va reprendre. Parce que oui, en haut dans le local. Oui. Puis ça serait quoi, le coaching? C'était quoi que tu t'en allais ouvrir avant la COVID? Comme type de coaching, là? Bien, en coaching, j'avais une amie, elle, qui faisait déjà en entreprise, puis elle voulait... Moi, je m'occupais du pan plus humain. Je me pratiquais. C'était pas encore en autisme. En autisme, c'est difficile quand même, là, tu sais. Je voulais me pratiquer à faire plus des gens neurotypiques, à avoir tout le côté feel, tu sais. Moi, tout ce qui est sensoriel... C'est quoi que tu fais avec eux? Quelqu'un t'appelle, il demande un coaching, c'est quoi le... Ah, mais là, j'en fais pas. Non, là, mais mettons... Ben en fait, moi, c'était des activités vide-cerveau. Comment gérer le stress. Okay. La gestion du stress. Je trouve qu'on est dans un environnement que le stress, il est tellement intense. Puis les gens qui vivent avec un syndrome d'Asperger ou en autisme, c'est comme puis qui arrivent à gérer, d'avoir de l'air... C'est quand même, on a une base de gestion de monstres, d'anxiété, qu'on développe des outils. Puis, disons, dans le coaching, c'est plus de faire comment, de façon accessible, abordable. J'aurais commencé avec des personnes neurotypiques pour ensuite vraiment créer des outils vraiment concrets. Puis c'est beaucoup via la créativité. Puis j'aime beaucoup, tu sais, comme je dis, là, j'aime... tout ce qui est petite trouvaille, donc ça coûte pas cher, mais de se mettre, tu sais, avec Warren Robertson. As-tu déjà entendu parler de Warren Robertson? Ben oui, je le connais, mais tu veux... Ben non, mais tu sais, lui, j'avais fait déjà un atelier avec lui, puis il disait les acteurs... Il coach les acteurs, dans le fond. Quand il y a trop d'anxiété... Toi, t'as fait une formation avec lui? Oui, une semaine, à un moment donné, qui était venu au Canada, puis il mettait vraiment un accent précis sur l'anxiété, puis les acteurs, quand vous vivez beaucoup d'anxiété ou que ça spinne, parce que là, il n'y a pas de contrat, ou vous attendez une réponse, ou blablabla, de vous plonger dans vos mains pour sortir de votre mental. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais oublié. Puis dans le coaching, dans les activités, à travers la créativité, c'est beaucoup là-dessus. Tu sais, c'est comme ma ligne directrice. Puis c'est de sortir de sa tête. J'appelle ça mes ateliers vide-cerveau, tu sais, que j'aimerais bien éventuellement. Mais là, c'est ça. On est en train de... Là, on est dans la structure, dans tout ça. Ça avance. À suivre. Ce qui fait, parce que je sens que je te sens épanouie, je te sens bien. Ce qui fait que tu es rendue là maintenant, c'est d'avoir accepté aussi, d'avoir changé plein de petits aspects de ta vie qui permettent que tu vives une paix intérieure. Ou... Moi, c'est mon cheval de bataille, Marie-Lou. Tu sais, autant, je pense que j'ai un tempérament qui est léger, tu sais, mais des bons mots, là, j'ai envie. Tu sais, accepter beaucoup de choses, là. J'ai beaucoup...
Tu sais, il y avait une amie qui me disait « Tu as de la difficulté à digérer, Rachel. » Oui, tu sais, autant les toqués, là, c'est ça. On a de la difficulté à changer de disque. On a de la difficulté à pardonner. On a de la difficulté... Tu sais, c'est ancré. Tu sais, moi, je suis très 1 + 1 = 2. Puis où est-ce que j'ai merdé? Moi, je vais me taper énormément sur la tête. Et disons, si j'ai un conflit avec des gens, je vais avoir de la difficulté à retrouver la confiance. Tu sais. Fait que ça fait que, oui... Je pense que j'ai fait assez de thérapie dans ma vie que j'ai développé des outils pour être positif puis avancer. Mais de dire, mon Dieu, je suis épanouie et je suis au summum de mon bien-être dans ma vie. Non, je serais menteuse. Là. Non, je comprends. Ouais. Je te souhaite quoi? Mettons, tu te vois où dans 10 ans? Hey, moi, dans 10 ans, là, moi, c'est la paix. Tu sais, quand je te dis, ça se dit peut-être pas là, en 2025, là, mais j'étais vraiment une femme qui voulait une famille. Tu sais, la base. Moi, j'ai besoin de sécurité, ma base, là. J'ai envie, du calme. Avoir ma base. Retrouver un esprit de base, que je me sens bien avec mon petit monde. C'est ça que je veux. Pas compliqué, hein? C'est beau. Je te le souhaite. Je te le souhaite à toi aussi. Oh, c'est la base. Oui. Peut-être que je ferai ça pour acquis que tout le monde veut ça, là, mais... t'as raison. C'est de l'amour, le bonheur, la simplicité, la santé. On dit tout le temps que nos enfants soient bien puis qu'on ait des belles alliances avec les gens qu'on aime. Oui. Puis qu'on nous aime, puis qu'on aime aimer les gens aussi. Tellement. C'est ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi, puis d'apprendre plus à connaître ton cheminement. Puis je te félicite, honnêtement, de t'ouvrir comme ça, de partager aux gens, parce que j'ai l'impression que, tu l'as dit tantôt avec des témoignages, mais c'est vrai. Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un va t'écouter, tu vas peut-être sauver des vies. Oui, peut-être, mais c'est beaucoup pour ça que je le fais. Puis, c'est parce que c'est important de le faire, je pense. Parce qu'on l'a fait, tu sais, Louis T, quand il s'est dévoilé. Ben oui, ça t'a aidé. Il a sauvé ma propre vie. Tu sais, fait qu'on va s'aider entre ceux qui vont mieux ou qui vont bien. Bien, il faut s'aider, tu sais. Complètement. Puis avant qu'on se laisse, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est vrai? Oui. Tréma t'offre un petit coffret café. Ah, c'est ça ici? Oui, t'as c'est tellement bon. Oui, je sais. D'ailleurs, vraiment très bon. C'est pour toi. Merci tellement. Merci à toi. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Oui? Oui. OK. À la prochaine.